48 heures après le drame de Flaujac, Paul Quillès examine ce soir le rapport de la SNCF. On attend des mesures. Le mauvais temps envahit la France, le vent sème la tempête en Manche et attise les flammes en Corse. Pour la troisième fois, la Bolivie choisit Victor Paz Estenssoro pour président. C'est confirmé, Renault ne fournira pas de moteur à Ligier en 86, c'est sans doute le début du retrait pour la Régie nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce moment même, au ministère des Transports à Paris, Paul Quillès et des hauts fonctionnaires examinent le rapport que la SNCF leur a remis sur la catastrophe ferroviaire de Flaujac. Une réunion qui doit se prolonger tard dans la nuit. Sur place, le parquet de Cahors a demandé aujourd'hui l'inculpation du chef de gare responsable de la catastrophe. Enfin, à Flaujac, le trafic a été rétabli en milieu de journée. Gérard Pinson. En fin de matinée, à Flaujac, moins de 48 heures après la catastrophe, la voie était déjà réparée. Provisoirement, les trains y seront limités à 40 km/h. Sur les lieux du drame, les ouvriers SNCF avaient succédé aux sauveteurs, alors que 17 des 35 victimes n'ont pas encore pu être identifiées. Cet après-midi, dans la petite gare d'Acier, les deux trains du drame se sont croisés, à 15h54, comme ils auraient dû le faire avant-hier. Dans la gare, un autre intérimaire a succédé à M. Saliens. En attendant que la SNCF modifie peut-être à l'avenir l'équipement des voies uniques, pour lui, il n'y a rien d'autre à faire que d'appliquer les consignes dites du cantonnement téléphonique. En ce qui concerne le croisement, j'ai deux cantons, Acier, Figeac, Acier, Gramat. Bon, à partir de ce moment-là, je reçois une annonce qui vient de Figeac pour un train, c'est-à-dire qui s'appelle 79-24. À partir de ce moment-là, on prend les dispositions pour faire notre croisement. C'est-à-dire que on ferme les voies avec le carré que vous avez vu, on ouvre les signaux. J'ai expédié mon premier train allant sur Figeac parce que j'avais vu le train complet qui venait de Figeac. C'est tout. Et après, ça m'a de chaque côté, terminé. Tout paraît simple et pourtant. D'ailleurs, aujourd'hui, l'intersyndicale des cheminots de Cap-de-Nac a rappelé que voici 4 ans, sur cette même ligne, un peu plus bas vers Rodez, une motrice seule avait percuté un train de marchandises, son conducteur était mort. À l'époque, les cheminots avaient réclamé des améliorations de la sécurité. Ce soir, ils persistent et serrent les rangs autour de leur collègue, M. Saliens, qui s'est accusé lui-même d'être responsable de la catastrophe. Le bilan officiel de cette catastrophe est ce soir de 35 morts et de 165 blessés, dont 38 sont encore hospitalisés. Bien entendu, cette catastrophe met en question la sécurité dans les trains. À ce propos, la SNCF annonce que d'ici 1990, 1500 locomotives seront équipées de radiotéléphones. Cela dit, toute la sécurité ne se résume pas à l'installation de ces appareils. La SNCF dispose de plusieurs centres d'essai qui se trouvent dans la région parisienne et qu'Aurore Molinero a pu visiter aujourd'hui. Toutes les voies menant presque en Île-de-France, il est normal que les centres d'essais et laboratoires de la SNCF y soient concentrés, Vitry, Levallois et Saint-Ouen. Simulation de freinage à 200 km/h. Température superficielle au niveau de la bande de roulement, 300 degrés. Le centre d'essai de Vitry, lui, est chargé des vérifications, des homologations qui concernent le matériel roulant, proprement dit. Alors, du point de vue des structures, par exemple, c'est-à-dire de l'aptitude du matériel à supporter les sollicitations que lui applique la voie, par exemple, puisque nous roulons sur une voie de qualité inégale, c'est normal. Il faut donc que le matériel supporte les déformations sans dommage. Toutes les installations à Vitry sont destinées à tester l'endurance de tous les matériaux à homologuer, à qualifier. Pour les wagons de marchandises, une rampe dite de tamponnement. Pour les voitures de voyageurs, un banc de compression de 200 tonnes, la norme internationale de tous les centres d'essai. On l'a bien vu pour l'accident de Flaujac, la résistance à un choc des matériaux est essentielle. Comportement de suspension en dynamique transversale, fréquence 1,7. Dans le laboratoire de Levallois, je pourrais citer une activité, du point de vue de la sécurité, une activité très importante, qui est la vérification des caractéristiques du matériel du point de vue de l'aptitude au feu, de l'aptitude à ne pas brûler bien sûr, et d'autre part à ne pas émettre de fumée toxique lorsqu'il brûle. Ça, c'est ce qui est à l'intérieur des wagons. C'est ce qui est à l'intérieur, c'est cela, oui. Revenons à Flaujac, ça a brûlé, mais qu'est-ce qui a brûlé? Là, il s'agit évidemment du fioul des engins moteurs, et là, bien sûr, qu'il n'y a pas d'action possible sur l'aptitude du fioul à brûler. Le laboratoire de Saint-Ouen, comme nous l'appelons, s'occupe effectivement essentiellement de signalisation
c'est-à-dire qu'il homologue, qu'il vérifie tous les circuits de signalisation sous l'angle de la sécurité essentiellement. Sécurité remise en cause par l'accident de Flojac? J'appartiens à la direction du matériel, par conséquent ce n'est pas mon domaine, mais étant donné qu'il s'agit d'une ligne tout à fait secondaire, les circuits de signalisation ils sont tout à fait élémentaires. Et je pense que dans le cas présent, de toute façon, ils ne sont pas en cause. Il s'agit plutôt d'un problème de réglementation, d'observation de réglementation. Une école enfin à Nanterre qui recycle annuellement 250 agents pour qu'ils apprennent à mieux rouler encore. Deux morts et un disparu, c'est le bilan du naufrage d'un bateau de plaisance qui s'est produit hier soir au large de Saint-Aubin dans le Calvados. C'est l'une des conséquences, sans doute la plus dramatique, du mauvais temps qui vient de s'abattre sur la France. Le point avec Véronique Bonnet. Le mauvais temps va continuer à nous gâcher l'été pendant quelques jours. Tout ça à cause des hautes pressions et du fameux anticyclone des Açores qui sont descendus trop au sud et ne nous protègent plus. La zone de perturbation va se déplacer de l'ouest vers le sud-est de l'Italie, mais le temps pendant au moins 2 jours restera variable. Actuellement, on a une perturbation qui traverse la France et le problème c'est que cette perturbation déjà active est suivie d'air froid qui va circuler dans un flux de nord. Et cet air froid va avoir plusieurs conséquences. Premièrement, ça va donner du Mistral et de la Tramontane très fort dès la nuit prochaine. D'autre part, il risque même de neiger sur les Alpes et les Pyrénées à partir de 1800 mètres à peu près, ce qui est quand même une altitude basse pour cette saison-ci. Et enfin, on va assister à une chute assez spectaculaire des températures, puisqu'on devrait avoir dans les 14 degrés près de la Manche, 17-18 degrés à Paris. Enfin, vous voyez, c'est pas extraordinaire. Baisse vertigineuse donc des températures qui seront de 6 à 8 degrés en dessous de la normale. À Toulouse, à titre d'exemple, on passe de 28 degrés hier à 18 degrés demain. Pour demain mardi et mercredi, il faut bien s'attendre à de forts coups de vent en Méditerranée, pouvant, étant souvent de voisines de force 9, pouvant même dépasser force 10 par endroit. Donc attention. Attention les marins en Méditerranée, attention les randonneurs en montagne. Quant aux autres vacanciers, gare au rhume et gardez bien vos imperméables à portée de main car le temps ne se dégagera que vendredi. Alors avec notre carte habituelle, je vais vous préciser quel temps il fera demain. Dans l'ensemble, il restera donc maussade. Les averses seront nombreuses sur la moitié nord du pays, sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse. De la neige fera son apparition au-dessus de 1800 mètres sur les Alpes et 2000 mètres sur les Pyrénées, vous l'aviez entendu. Les vents continueront à souffler très fort au nord de la Loire et le Mistral atteindra 100 km/h. Les températures resteront basses pour la saison. Les vents qui soufflaient hier sur la Corse ont sans conteste aidé les incendies à se propager et même à menacer la ville de Bastia. Mais au-delà de ce facteur aggravant, il y a les origines de ces incendies. Et à ce propos, une polémique vient de s'ouvrir sur les responsabilités. Chantal Bretz. 20 000 hectares dévastés en 5 jours par le feu. L'ampleur des incendies, les plus importants dans la région depuis 13 ans, provoque un tollé général de la part des Corses. Nous nous trouvons en face d'une véritable action terroriste par le feu, a déclaré aujourd'hui le maire de Calvi. Selon lui, les multiples mises à feu enregistrées en Haute-Corse ces derniers jours ont été opérées de façon intelligente. Les incendiaires profiteraient des vents propices et de la dispersion des moyens de lutte. Les gendarmes qui enquêtent depuis quelques jours ont trouvé des mégots de cigarettes plantés dans des bouses de vaches séchées. Méthode ancestrale des bergers pour faire flamber le maquis et s'assurer ainsi des packages à bon marché. Mais la plupart des Corses connaissent cette méthode et les bergers ont peut-être bon dos. Quoi qu'il en soit, la situation était grave hier. Les principaux foyers, poussés par un vent violent, se sont développés aux portes des villes, Bastia et l'Île-Rousse. Plusieurs habitations, des caravanes ont été ravagées. Le vent est tombé depuis hier soir, mais les sauveteurs craignent que les grands feux ne reprennent. Des vents de 130 km/h sont annoncés pour cette nuit. D'importants moyens en hommes et en matériel ont été mis en œuvre pour essayer de faire face. En Bolivie, c'est le docteur Victor Paz Estancoro qui a finalement été élu président par le Parlement. En fait, il semble bien que les députés boliviens ont surtout voté contre son adversaire, le général Banzer. Paz Estancoro a déjà été 3 fois président de son pays, c'est un centriste, et les Boliviens ont l'habitude de l'appeler Anciano, c'est-à-dire l'ancien. Francine Raymond.
Entre la Bolivie et le docteur Estenssoro, c'est une vieille histoire. L'homme qui a été élu aujourd'hui a déjà été 3 fois président de la République. C'est un homme populaire. Pour les Boliviens, il symbolise la révolution nationaliste de 1952. Il a instauré le suffrage universel et surtout a été l'artisan d'une importante réforme agraire, ce qui explique sûrement qu'il ait été élu grâce au vote des paysans. La Bolivie a choisi un président centriste. Son parti, le mouvement nationaliste révolutionnaire, Paz Estenssoro, l'a lui-même créé en 1941. Aujourd'hui, au Parlement bolivien, il a surtout bénéficié de la grande majorité qui s'est formée contre le général Banzer, ancien dictateur dont on avait apprécié les méthodes répressives pendant 7 ans. Arrivé en tête au premier tour, le général Banzer avait contre lui tous les partis de gauche qui ont soutenu Paz Estenssoro, y compris le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire qui jusqu'au dernier moment a gardé secrètes ses consignes de vote. Le nouveau président bolivien aura besoin de toute son expérience d'homme politique et de la passion qu'il dit avoir pour l'économie pour sortir son pays du chaos. 10 000% d'inflation d'ici la fin de l'année, 4,5 milliards de dollars de dette extérieure. Même si les États-Unis ont soutenu timidement la candidature de Víctor Paz Estenssoro, la grande inconnue reste l'attitude qu'aura la puissante centrale ouvrière bolivienne, la COB, qui pourrait se montrer aussi exigeante qu'avec son prédécesseur Siles Suazo. Une nouvelle grève générale risquerait d'encourager les militaires déçus par la défaite du général Banzer à tenter un nouveau coup d'État. Le bouton sur le nez que Ronald Reagan s'est fait enlever il y a quelques jours était un carcinome. Un carcinome est une forme bénigne de cancer de la peau. C'est Ronald Reagan lui-même qui a donné cette information aujourd'hui à la presse. En Ouganda, plus d'une semaine après le coup d'État militaire, les choses semblent commencer à s'organiser. Le gouvernement se structure. Aujourd'hui, 2 ministres ont été nommés, ceux de la Défense et de l'Intérieur. Et d'autre part, l'aéroport d'Entebbe a été réouvert au trafic. En Union soviétique, moins de 5 mois après son arrivée au pouvoir, Mikhail Gorbatchev vient d'annoncer plusieurs mesures qui visent à rentabiliser l'économie. On va par exemple introduire des critères de qualité dans la production, ce qui est nouveau en URSS. Reste à savoir si cette réforme va modifier radicalement l'économie soviétique. Marie-Claire Thiers. Pour l'économie soviétique, la priorité ce n'est plus la quantité, mais la qualité. Pour cela, l'autonomie financière des entreprises sera accrue et leurs revenus dépendront de la qualité de leurs produits. Elles restent donc sous haute surveillance puisque les entreprises qui fabriquent des biens de qualité supérieure seront autorisées à les vendre à un prix 30% plus élevé. En revanche, le prix des produits de moindre qualité sera abaissé progressivement de 5 à 15% jusqu'à la suppression pure et simple du produit. Les fournisseurs d'équipements de mauvaise qualité ou qui n'auront pas respecté les délais de livraison seront aussi pénalisés. Les entreprises pourront d'autre part disposer plus librement de leurs entrées en devises provenant de l'exportation. Enfin, elles élaboreront elles-mêmes, dans certaines limites, leurs projets de reconstruction ou modernisation. Le terme de réforme économique étant soigneusement évité, cette expérience, commencée en janvier 1984 avec Yuri Andropov, aboutira-t-elle à un changement profond? C'est une étape vers un début de décentralisation de l'économie soviétique. N'empêche, le Gosplan, le plan central reste en vigueur et c'est le Gosplan qui dirige l'économie soviétique. C'est une expérience intéressante, certes, mais dont les conséquences ne concernent pas encore l'ensemble de l'économie soviétique. Disons plutôt, ce sont des mesures d'ordre psychologique qui pourraient avoir une influence favorable sur le fonctionnement de l'économie, ça pourrait stimuler des hommes, mais précisément, l'avenir de l'économie soviétique, l'avenir de cette réforme dépend des hommes. Or, jusqu'ici, on n'a pas procédé à des changements parmi les dirigeants, parmi les décideurs de l'économie soviétique, alors que Mikhail Gorbatchev, depuis qu'il est au pouvoir, a déjà modifié la composition de l'appareil du parti. Il a également modifié en partie le fonctionnement de la hiérarchie militaire. Reste à modifier l'économie et probablement ce serait beaucoup plus difficile que réformer le parti ou réformer l'armée, parce que l'économie soviétique, depuis très longtemps, sclérosée et bureaucratisée. Des mesures donc plus psychologiques qui tendraient surtout à faire dépendre l'élévation du niveau de vie des soviétiques de la qualité de leur travail. Toujours en Union soviétique, un célèbre physicien, Armen Khachaturian, craint actuellement pour sa liberté. En 1981, il avait demandé un visa d'émigration pour lui-même et 2 membres de sa famille, visa qu'il n'a pas pu obtenir. Ses craintes ont grandi il y a quelques jours lorsque 2 autres savants, des confrères dans la même situation que lui, un informaticien et un cardiologue, ont été arrêtés.
Armen Khachaturian fait partie de ceux que l'on nomme les exclus de la science. Un physicien français, Roland Sénéor, nous explique son cas. Pour Khachaturian, l'activité scientifique est réduite tout simplement à recevoir son salaire mensuel. Il ne peut participer à aucun congrès international, qui se passe en URSS évidemment, il n'est pas question de quitter le pays. Il ne peut avoir de contact avec les expérimentateurs de son propre laboratoire. Étant physicien du solide, théoricien, il est important d'avoir des contacts avec les expérimentateurs pour pouvoir espérer progresser dans son domaine. Donc, si vous voulez, il est réduit à une impossibilité de pratiquer son activité professionnelle normalement. Et vous qui le connaissez, vous pensez qu'il peut être même arrêté? Alors, les exemples de personnes qui l'entourent montrent que la possibilité d'une arrestation n'est pas exclue. Il y a des indices? Je vous ai dit, une réactivation de son cas avec brusquement une convocation par le KGB et cette tentative de pénétration dans l'appartement alors qu'on croyait qu'il n'était pas là. La convocation dans le KGB, qu'est-ce qu'on lui a dit à ce moment-là? Il a demandé au KGB quel était le motif de la convocation. Les responsables lui ont dit ne pas savoir le motif. La seule chose qu'on lui a dit, c'est on vous a convoqué, vous devez vous présenter. Avec toute sa famille? Avec toute sa famille, évidemment. Il y a 40 ans, presque jour pour jour, le 6 août 1945, la première bombe atomique explosait à Hiroshima au Japon. 3 jours plus tard, une seconde bombe était lancée sur Nagasaki. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, et en particulier sur place à Hiroshima, des cérémonies ont marqué ce 40e anniversaire. Émilie Rafoul. C'est devant cette flamme qui brûlera éternellement à la mémoire des victimes d'Hiroshima qu'auront lieu demain les cérémonies de commémoration. À 8h15 précise, heure anniversaire de l'explosion, les rescapés et des délégués du monde entier se recueilleront aux côtés du Premier ministre japonais Nakasone. Une minute de silence en souvenir du premier bombardement atomique de l'histoire, un bombardement qui tua sur le coup et jusqu'à 5 ans plus tard, entre 150 et 200 000 habitants d'Hiroshima. Le 6 août 1944, un B-29 survole Hiroshima. À 8h15, il largue la première bombe A, baptisée Little Boy, petit garçon. À 8h16, la bombe explose comme une boule de feu. Quelques fractions de secondes plus tard, elle émet des radiations qui atteignent 300 000 degrés. Mission accomplie, diront les pilotes. Une vision d'apocalypse décriront plus tard les survivants d'une ville désintégrée. Des survivants qui, 40 ans après, hésitent encore à confier leurs souffrances. Ils préfèrent se taire de peur, disent-ils, d'être incompris ou pire, de se voir refuser le mariage ou un emploi. Il y a 40 ans, l'humanité basculait dans l'ère nucléaire. Aujourd'hui, les deux blocs possèdent au moins 500 000 bombes semblables à celles d'Hiroshima. Le dollar a connu une baisse de plus de 3 centimes aujourd'hui à la Bourse de Paris. Il cotait 8 francs 59,85 contre 8 francs 63,30 vendredi. Renault va-t-elle abandonner la compétition automobile? Hier soir, à l'issue du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1, on apprenait que la régie ne fournirait plus de moteur à Guy Ligier. Réaction immédiate de Gérard Larousse, le directeur de l'écurie Ligier. C'est une décision lamentable. Cela étant, elle semble bien rentrer dans la politique d'économie que Renault mène actuellement. Daniel Leclerc. 10 jours après avoir annoncé la dissolution de son équipe cycliste professionnelle à la fin de l'année, la régie Renault n'est-elle pas en train de lever le pied en Formule 1? En tout cas, l'affaire Ligier repose la question. Depuis 2 ans, l'écurie Ligier est associée à Renault. Le contrat porte sur la fourniture des moteurs Renault Turbo. Coût de l'opération pour Ligier, 12 millions de francs par an. Un contrat qui arrive à échéance à la fin de la saison. Pour 86, les prix montent en puissance du simple au double. Guy Ligier s'estime victime d'un mauvais coup, d'autant que Lotus et Tyrrell, dont les contrats sont en cours, ne subissent pas cette inflation. En fait, cette décision entre dans la droite ligne de la politique d'austérité du PDG Georges Besse. Pour éponger le déficit de la régie qui s'élève à 13 milliards de francs, Georges Besse veut supprimer tout ce qui ne rapporte pas. On comprend par là que la Formule 1 qui coûte très cher, 200 millions de francs par an, est menacée. D'autant que les résultats de l'écurie sont médiocres. La dernière victoire remonte au Grand Prix de Grande-Bretagne en 83. En revanche, les moteurs tourneront. À défaut de trouver un sponsor de grande envergure, des contacts sont en cours,
la régie pourrait être tentée de laisser ses monoplaces au garage et se contenter de vendre ses moteurs, à condition bien sûr que les clients aient les moyens. Avec cette information se termine notre journal. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec nos confrères de Thalassa. Ce soir, ils vous présenteront, entre autres, un exercice d'alerte en manche. Demain soir, nous nous retrouverons à 22h10. Avant de nous quitter, voici comme chaque soir le rappel des titres. À demain, très bonne soirée à tous sur FR3. 48 heures après le drame de Flaujac, Paul Quillès examine le rapport de la SNCF. On attend des mesures. Le mauvais temps envahit la France. Le vent sème la tempête en Manche et attise les flammes en Corse. Pour la troisième fois, la Bolivie choisit Victor Paz Estenssoro pour président. C'est confirmé, Renault ne fournira pas de moteur à Ligier en 86. C'est sans doute le début du retrait pour la régie.